Hélas, le bilan est assez tragique d'hier. Jeudi également risque d'être très violent aujourd'hui. Il faut savoir que Ouattara et Soro étaient pratiquement confinés à Abidjan, à l'hôtel du Golfe, et ne pouvaient évidemment pas agir. Ils sont sortis de l'ornière, donc l'épreuve de force a eu lieu. Il y a eu des manifestants qui ont été réprimés par les forces armées, par la garde républicaine, peut-être, dit-on, également par des mercenaires qui seraient venus du Libéria. En tout cas, il y a eu un nombre important de morts, dont on ne peut pas estimer actuellement exactement le chiffre. Il y a aussi des affrontements entre les forces nouvelles et les forces loyales à Gbagbo. Et donc, il y a eu également des affrontements à armes lourdes. Et en dehors d'Abidjan, il y a eu près de Yamoussoukro également des actions violentes. Aujourd'hui, il y a à nouveau une marche pour que la population d'Abidjan récupère et libère la télévision et notamment réinvestisse la primature. Et on risque, hélas, aujourd'hui d'avoir un affrontement, sauf si il y a une solution diplomatique de négociation qui est mise en œuvre. Mais hélas, on est dans la situation où le vote des armes et la légalité de l'élection de Ouattara a été contesté par les armes, et c'est la force des armes qui l'emporte. Et dans cette force des armes, c'est vrai que, disons, l'armée de Gbagbo est plus importante, a plus de puissance de feu que celle dont disposent Ouattara et Soro. C'est un très grand résistant, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux historiquement, c'est quelqu'un qui a été un opposant à Laurent Gbagbo, qui a fait de la prison et qui a été membre, qui est membre de l'Internationale socialiste et qui avait un projet de ce qu'il appelle la seconde décolonisation ou la seconde indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en faire véritablement un pays qui sorte des relations post-coloniales. Il a d'ailleurs diversifié fortement les partenaires de son économie. Mais c'est quelqu'un qui, pendant plus de 5 ans, a été chef d'État sans qu'il y ait d'élections, puisque ces élections ont été, pour beaucoup de raisons, reportées. Il était persuadé de gagner les élections présidentielles. Il ne serait pas allé aux élections, d'ailleurs, s'il n'était pas sûr de les gagner. Il était sûr de les gagner parce qu'il a fait une analyse où il s'est trompé, lui qui est un très fin politique, quelqu'un, on l'appelle le boulanger, qui roule tout le monde dans la farine, et généralement, il sait très bien mesurer des rapports de force, mais là où il s'est trompé, c'est qu'il a cru que les sudistes, les populations du Sud, notamment du PDCI de Conan Bédier, ne voteraient pas pour un homme du Nord musulman, Ouattara. Or, de fait, le vote a donné 8 points d'avance, même s'il y a eu peut-être des fraudes au Nord comme au Sud, mais qui ne remettent pas en question, bien entendu, et qui n'expliquent pas, ils réduiraient à cet écart, mais ne peuvent pas, évidemment, inverser les résultats comme le Conseil constitutionnel l'a décidé. Donc c'est quelqu'un qui pense qu'il a gagné les élections, qu'il devait les gagner, et donc il avait une carte de joker qui était le Conseil constitutionnel, qui, hors de toute règle de droit, puisque normalement il n'avait pas désigné un chef d'État, il devait procéder à des nouvelles élections si jamais il était avéré qu'il y avait des fraudes qui remettaient en question la légalité de l'élection de Ouattara, ce qui n'est pas du tout prouvé, mais si c'était le cas, il fallait des nouvelles élections, et donc il avait sa carte de joker pour garder le pouvoir. Et on lui a proposé des sorties très honorables, qu'il sorte la tête haute comme quelqu'un qui pendant 10 ans a été chef d'État et qu'il soit également dans la ligne de son engagement. Il l'a refusé et donc il va jusqu'au bout. Et jusqu'à présent, il n'a comme seul appui que la force armée. Mais il est condamné par la communauté internationale. Il n'a pratiquement pas d'appui africain, sauf l'Angola, la Guinée équatoriale et peut-être un peu le Bénin. Il n'a au niveau international pas d'appui. Peut-être il a eu un moment la Russie et il a peut-être le Liban, mais donc il est vraiment au banc de la communauté internationale. Alors évidemment à terme, pour l'instant il va gagner parce que les rapports de force font que c'est en sa faveur. Ceci étant, je pense qu'il y a derrière, évidemment, un échec fondamental. Et in fine, il quittera le pouvoir dans des conditions catastrophiques. Et son image, il ne restera pas dans l'histoire, bien entendu. Évidemment, la communauté internationale peut jouer. Ceci étant, il faut voir que la solution prioritaire, elle est dans les mains des Ivoiriens,
qui doivent trouver une solution d'un compromis ou d'une solution à leur crise propre, et elle est dans la main des Africains, c'est-à-dire globalement de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la BCEAO et de l'UEMOA. Donc prioritairement, c'est une action qui doit être menée diplomatiquement par des négociations au niveau africain. Au-delà de ces actions, il y a évidemment l'action de la communauté internationale des Nations Unies, l'action de l'Union européenne, l'action des grandes puissances comme les États-Unis, comme la France. Alors, pour l'instant, on ne voit pas de solution. Effectivement, il n'y a pas d'avancée diplomatique. Il est évident également que si la situation s'envenimait, c'est-à-dire si on était dans la situation du pire, du jusqu'au boutiste du pouvoir de Gbagbo et des populations qui pacifiquement veulent récupérer par exemple la télévision ou font des marches, et s'il y avait des bains de sang, il est évident qu'à ce moment-là se poserait la question. L'ONUCI comme la licorne ne peuvent pas rester complètement indifférents à ce qui pourrait être des massacres de population. Heureusement, on n'en est pas là, il faut tout faire en sorte pour que ces bains de sang, évidemment, n'aient pas lieu, mais il est évident que la communauté internationale peut être obligée, même les COMOG de la CEDEAO, à être présent militairement, notamment pour protéger les populations. Alors, ce qu'elle peut faire actuellement, c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire elle menace la Cour pénale internationale de sanctions, évidemment, d'un certain nombre de ressortissants. Elle met en place des sanctions, comme l'Union européenne a mis des sanctions par rapport à Gbagbo, par rapport à certains de ses proches ou le président du Conseil constitutionnel. Elle peut évidemment couper les robinets. Ça, c'est très important à terme, puisque ça peut entraîner le non-paiement des fonctionnaires ou le non-paiement des militaires, notamment si la BCEAO arrête et bloque les comptes. On peut avoir évidemment des actions menées par les opérateurs internationaux privés. Dans la mesure où, par exemple, les ressources de Gbagbo, c'est le cacao, c'est le pétrole et c'est le port d'Abidjan. Or, l'exportation du cacao, elle passe par des compagnies américaines. Et les États-Unis encore aujourd'hui ont bien dit qu'il fallait que très rapidement Gbagbo quitte le pouvoir. Donc, on peut très bien imaginer que ces compagnies reversent notamment les recettes, non pas à Gbagbo, mais à Ouattara. Et donc, il y a quand même des actions possibles de sanctions qui peuvent être menées contre Ouattara, contre Gbagbo. Donc, on va dire que le temps à court terme joue pour Gbagbo, c'est sûr, puisqu'il dispose de la force militaire, mais je pense qu'à terme, il est perdant.